Franc-maçonnerie, spiritualiste ou laïque, amoindrie ou en plein essor, ringarde ou d'avant-garde. Cette franc-maçonnerie, je l'avais filmée il y a près de 25 ans aux quatre coins du monde. En France, bien sûr, mais aussi en Amérique du Sud, Grande-Bretagne, États-Unis, de Boston à Washington, en passant par Haïti et Harlem. I realize 1,000 many more things the Son read this morning, the Father. Give me a horn so I know King, but Jesus said, Amen. Amen. Cette franc-maçonnerie fut la mienne dans mes jeunes années. J'y grandis et la quittai au début des années 80. Aujourd'hui, en France, son visage a changé. Plus d'obédience, plus de frères et de sœurs. Il serait plus de 160 000 alors qu'il n'était que 65 000 lorsque je fréquentais les temples. Notre époque aussi a changé. Et dans les manifestations de ces derniers temps, on a entendu de vieux slogans oubliés. Pour certains, oui, la franc-maçonnerie n'est qu'un pouvoir très occulte. Une boîte ouverte à tous les fantasmes et une usine à complot. Moi, pourtant, la maçonnerie que j'ai connue fut un chemin initiatique dans un cadre où le rituel était inchangé depuis des siècles. Alors, j'ai envie de comprendre pourquoi des femmes et des hommes choisissent d'entrer en maçonnerie en ce début de XXIe siècle. Tant d'années après, oui, son attraction reste vive, alors qu'elle semble soit affaiblie par les affaires qui l'ont salie, soit assoupie par les combats déjà gagnés. J'ai eu envie, oui, de raconter un peu la maçonnerie qui fut jadis la mienne, afin de mieux la confronter à celle des frères et des sœurs d'aujourd'hui qui nous ont entrouvert leurs portes, leurs temples et très exceptionnellement leurs rites. Il y a des gens qui disent, moi j'ai besoin de courir, j'ai besoin de je sais pas quoi. Moi j'ai besoin de lire tous les soirs, très bien. Mais j'ai besoin d'aller en loge toutes les semaines. Si je ne vais pas en loge toutes les semaines, quasiment, je me sens pas bien. Je sais qu'il manque quelque chose dans ma vie. Et je peux vous dire, j'ai tout essayé. Le yoga, la méditation, la relaxation. J'en ai fait des conneries, hein, la religion catholique, etc., etc. Maintenant, je trouve ça toujours plutôt pas mal, très sincèrement. Voilà, j'aime bien les cathédrales, je trouve le yoga sympa, les bouddhistes, je les trouve vraiment cool, etc., etc. Enfin bref, mais vraiment, le truc qui fait le plus de bien, je vous le dis, c'est ni le cannabis, ni le catéchisme, c'est la maçonnerie. Eh bien, voilà un homme que la maçonnerie a rendu heureux. Emmanuel Pierrat, avocat, a été initié il y a 15 ans déjà. Moi, je suis entré précocement au sein de la Grande Loge nationale française, une des 3 plus grandes obédiences françaises, avec le Grand Orient et la Grande Loge de France. Je me souviens, moi aussi, j'y fus heureux. Je croyais aux grandes initiations, à la fraternité universelle. J'aimais l'idée d'une sorte de monastère dans le siècle. Le jeune homme que j'étais aspirait à retrouver dans la loge qui m'avait accueilli un monde hors du monde. Là, j'avais l'impression de retrouver l'esprit de mon père, de communier avec lui, l'ancien franc-maçon, perdu quand j'avais 11 ans, et enterré avec son tablier blanc d'apprenti franc-maçon. Christophe Bourseillet, écrivain, journaliste, comédien, est lui aussi, comme moi, un ancien franc-maçon. Moi, j'ai grandi dans une famille d'extrême gauche, une famille communiste, une famille libertaire, une famille 68arde, et où il n'y avait aucune espèce de signe, aucune appartenance spirituelle. Et lorsque j'ai traversé une épreuve qui était la mort de ma mère, où évidemment ça vous remue, et à ce moment-là j'étais un peu en soif de spiritualité, au fond la maçonnerie est arrivée comme la spiritualité des laïcs, c'est-à-dire celle pour les gens qui n'ont pas de religion. Et c'est comme ça que les choses se sont faites. Mais c'est vrai que j'y suis allé parce que je cherchais des hommes, si je puis dire, qui avaient des valeurs morales.
Quand j'ai été sollicité pour rentrer en maçonnerie, je me suis dit, ça ressemble à un truc de curton. Il y a une sorte de rituel. Ils se costument, ils se déguisent. En plus, c'est ridicule, ça ressemble au schtroumpf. C'est du bleu, du blanc, puis c'est du doré. Vraiment, ils ont besoin de trucs de paillettes, machin. Enfin, tout ça me rappelait tout ce que j'avais fui en quelque sorte. Et puis, ils m'ont eu, par un truc très simple, ils m'ont proposé de venir comme orateur, parler à des maçons d'un sujet que je suis supposé un petit peu maîtriser. J'accepte de venir. Alors, j'ai quand même un petit moment de gloussement. On me met une épée flamboyante, c'est-à-dire tordue, dorée au-dessus de la tête. On m'accompagne, je vois le grand Mamamouchi qui fait des trucs... Je me dis, putain, ça y est, c'est fait du bateau, dans 2 minutes, le bénitier et tout ça. Moi, j'étais donc comme orateur là, mais dans un temple un peu plus grand, mais là, sur le plateau d'orateur. Alors, on vous amène à l'intérieur du temple, on vous accompagne, on fait faire le tour, mais tout ça avec des coups de canne qui font paf, paf, le maître des cérémonies, mes frères, relevez-vous à l'ordre. On voit une partie de la cérémonie, donc on se rend compte de ce qui se passe. Et assis là, je parle, et à ma grande surprise, quand je termine, il n'y a pas d'applaudissement, il n'y a rien. Il y a juste une main comme ça, je devine à peine, qui tape comme ça pour demander la parole. Et les questions sont très organisées. Et elles arrivent et je trouve les questions pertinentes. Et le lendemain, j'ai rappelé en disant, est-ce que vous trouvez incongru si je demande de rentrer chez vous? Il demande à entrer en maçonnerie. Moi, on me l'a proposé. J'ai été coopté, comme la plupart des maçons d'aujourd'hui. Entrer en maçonnerie, oui. Mais pour y faire quoi? Voici une tenue. C'est la réunion des maçons dans leur loge. Cela se passe dans un temple à couvert, c'est-à-dire à l'abri des regards. Là, des hommes, vêtus de noir, se retrouvent certains soirs. Second excellent gardien, quel âge avez-vous? 45 ans, l'âge de la plénitude. La loge, c'est un lieu où le rituel maçonnique se met en scène, où chaque geste, chaque mot est codifié. Ce soir, on planche, c'est-à-dire qu'on présente et discute un texte écrit par un frère de la loge. Ici, à la GLTMF, une des 2 seules obédiences qui nous ont entrouvert leur tenue. Dans cette petite obédience traditionnelle, c'est-à-dire déiste, on parle des mythes fondateurs et grands symboles de la maçonnerie. Ailleurs, on parle de grandes questions de société. C'est selon les loges. Dans les temples, les maçons se perfectionnent eux-mêmes et ce faisant, disent-ils, perfectionnent la société qui les entoure. Si tout le monde s'améliore, la société va s'améliorer. Ça, c'est la première chose. Donc pour progresser soi-même, il faut travailler. Vraiment, une loge, il faut comprendre que la maçonnerie, on ne vient pas, c'est pas une réunion de joyeux donateurs ou on vient voir le menu, ah c'est bien, ce soir il y a du gigot, c'est formidable, on va passer une bonne soirée avec du vin. Bon. C'est pas ça. À chaque planche, quand il y a un moment dans une planche où il y a quelque chose qui est dit et qui résonne en moi, et comme une porte qui s'ouvre et quelque chose que je comprends, je suis émue et je suis heureuse aussi. Je suis heureuse d'avoir eu le sentiment d'exister un peu davantage, quoi. C'est vraiment le sentiment, le passage d'une moindre à une plus grande perfection, pour soi. Pierre brute, au centre du temple, image de l'apprenti franc-maçon à son entrée dans l'ordre.
pierre taillée et polie lorsque vient le temps de la maîtrise. Équerres et compas, maillets et truelles, tous les outils rappellent ici l'origine de la maçonnerie, celle des bâtisseurs de cathédrales. Ces corporations de métiers, au début du XVIIIe siècle à Londres, acceptèrent en leur sein des membres honoraires non maçons, appelés Accepted and Free, Freemasons, les premiers francs-maçons. Je me souviens encore, avant d'être accepté en loge, ce fut le passage sous le bandeau, pour moi comme pour tous les futurs maçons. J'ai eu peur, un peu. Tu le connais? Puis il y eut des voix, beaucoup de voix. Les questions fusaient de droite à gauche. Que représente Dieu pour vous? Y a-t-il une limite à la fraternité? Que feriez-vous comme geste chaque matin pour le bien-être de l'humanité? Tout et n'importe quoi sur Dieu, mes croyances et tant d'autres choses encore. J'ai eu l'impression que ça durait le temps d'une éternité et je répondais ce que je croyais qu'ils avaient envie d'entendre. Puis quand j'étais passé sous le bandeau, on m'avait interrogé sur mon amour pour Sade. Non pas parce que c'était le libertinage, etc., de Sade ou la partouze, et ainsi de suite, mais c'est parce qu'il y avait l'idée du mal. L'idée du mal et que sa propre liberté n'était pas arrêtée par celle des autres. Elle pouvait empiéter sur celle des autres. Donc il y avait cette... voilà. Et donc quelqu'un qui serait traversé de façon automatique ou par conviction, par des pulsions mauvaises, ne peut pas être initiable. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, monsieur, avez-vous le sentiment d'appartenir à l'aristocratie? Je lui ai répondu, écoutez, non, je ne crois pas être meilleur que les autres, mais j'ai senti qu'il était presque déçu. Parce que vous pensez naïvement que tout le monde peut être initiable. Je pense que tout le monde peut être initiable à condition de le vouloir. C'est-à-dire que tout le monde... il y a des gens qui ont soif de spiritualité, qui ont envie de donner un sens à leur vie, parce que c'est de ça qu'on parle, et d'autres, non. moi aussi, je voulais donner du sens à ma vie. D'ailleurs, je ne sais pas si vraiment j'y suis arrivé. Il n'y a pas une maçonnerie, mais des maçonneries. Pas une obédience, mais des obédiences qui sont, comme on le sait, des fédérations de loges assemblées. Certaines sont mixtes, laïques et ouvertes aux grands sujets sociétaux, voire politiques. Et d'autres, en France et à travers le monde, étaient comme la mienne, masculine, déiste et dans laquelle on ne pratiquait que le rituel. La maçonnerie exigeait toujours de ses adeptes un serment sur un livre sacré et la croyance en Dieu, nommé en loge le grand architecte de l'univers. Je rencontre Jean-Pierre Servel, celui qui est devenu, tant d'années après mon départ, le grand maître de la Grande Loge nationale française. Mais est-ce que vous, par exemple dans le temple, est-ce que vous sentez comme une présence divine? Oui, au moment de la chaîne d'union, par exemple, qui est une pratique rituelle, on sent parfois qu'on s'élève ensemble, et pour nous, maçons réguliers, on ne peut s'élever que vers Dieu. Une des critiques sympathiques, une des critiques sans acrimonie, que certains maçons athées ou agnostiques ou indifférents en matière de religion adressent à ceux qui... Comme vous. Voilà, à ceux qui appartiennent à une maçonnerie qui est clairement, ouvertement déiste. Une de ces critiques, c'est de dire « Mais à quoi ça vous sert puisque vous avez déjà votre église ?» Donc vous n'avez pas... À ça je réponds « Mais je ne viens pas en loge comme je viens au temple. Je ne viens pas pour y recevoir un enseignement religieux. Mais par contre, j'y viens pour partager dans un champ plus vaste un certain nombre de réflexions sur le sens de la vie qui sont éclairées par cette foi fondatrice. Moi qui n'avais pas eu de pratique religieuse, je sentais en loge de grandes et fortes émotions. J'ai
j'ai communié avec tous mes frères loin du siècle et de ses tumultes. Et pour presque toutes ces obédiences, la maçonnerie doit rester discrète, sinon secrète. Il paraît que cela fait partie de son identité. Et la maçonnerie permet de romancer son existence. Il y a ses rituels, il y a ses secrets, même si ce sont des secrets de polichinelle, puisque les mots de passe, les poignées de main, c'est dans tous les livres depuis 1789 à peu près. Donc ça existe, c'est un faux secret. Mais enfin, il y a cette idée-là, il y a cette idée des connivences, enfin, rencontrer quelqu'un qui, comme moi, est franc-maçon, mais les autres ne le savent pas, chute, bien sûr. Puis sans compter cette part mystérieuse du secret initiatique, enfin, cette part spirituelle, incommunicable. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui nous relie? Les autres ne comprennent pas. Vous savez, le secret, alors, je vais peut-être pas être très agréable, ça donne aussi un instinct pour celui qui est au cœur du secret. C'est un instinct de puissance, de pouvoir. Ah oui. Donc, c'est pas facile de se déshabituer du secret, parce que certains ont l'impression de perdre une force dans ce qu'ils sont. Marie-Claude Chazette, syndicaliste à la retraite, est l'ancienne grande maîtresse d'une petite obédience mixte et reconnue, la GLMU, pour Grande Loge Mixte Universelle. Marie-Claude fait partie de ces rares maçonnes qui estiment que le secret est d'abord le moteur d'un fantasme auquel il faut mettre fin. Non sans difficulté, mais dans un souci d'engagement, la GLMU a accepté ce que tous les autres ont refusé, nous recevoir et nous permettre de filmer ce que l'on appelle une initiation. Un moment rare et exceptionnel qu'on ne montre jamais. En vérité, pour nous, un jeune apprenti maçon depuis 6 mois va revivre ce moment si particulier où un ou une profane devient maçon ou maçonne. Bonjour monsieur. Avant d'être admis en loge, tout futur maçon rédige un testament philosophique dans ce que l'on appelle un cabinet de réflexion. Il répond par écrit à des questions. Quels sont les devoirs de l'être humain envers son pays, sa famille, et aussi envers lui-même? Je me souviens, moi j'avais écrit des balivernes, j'avais fait ce que l'on pourrait appeler du maçonniquement correct, à la manière d'un écolier faisant ses devoirs laborieusement. Et je me demandais au fond de moi-même s'il était bien raisonnable d'être venu nuitamment dans ce lieu improbable. Vous êtes prêts, messieurs et mesdames, nous allons ouvrir les travaux. Mon frère grand expert, tu te rendras auprès du profane pour lui bander les yeux. Après avoir remis tes insignes, tu l'introduiras dans le temple. Monsieur, la Grande Loge Mixte Universelle n'admet aucune limite à la liberté d'esprit, à la liberté de conscience. Précisons que chacun peut pratiquer une religion ou n'en pratiquer aucune. Toutes les idées philosophiques, politiques, sociales ou autres sont égales à nos yeux. Cette nécessité de cohésion vous imposera de ne rien révéler de tout ce que vous pourrez entendre et voir ici. Le promettez-vous? Je le promets. Puisqu'il en est ainsi, vous allez faire les 3 voyages symboliques. Et commencent alors les 3 voyages traditionnels, ceux qui viennent de la nuit des temps, l'eau, l'air, le feu. Pour les apprentis francs-maçons, les yeux bandés, il s'agit d'une expérience très forte, émotionnelle, sensitive et graduelle. Vénérable maître, le premier voyage est terminé. Le sens symbolique de ce premier voyage est double. Il indique tout d'abord que la pratique de la vertu est difficile. La voie du perfectionnement est semée d'embûches. Il vous faudra du courage sur ce chemin que vous avez choisi et que nous appelons le chemin initiatique. Frère grand expert, faites faire le 2e voyage.
Oui, l'initiation comme la métaphore des différentes étapes de la vie de chaque être humain. Monsieur, les épreuves que vous deviez subir sont terminées. Les glaives que vous voyez vous annoncent que les francs-maçons et les francs-maçonnes qui vous entourent se feront désormais vos défenseurs si votre vie et votre honneur étaient menacés. Mes frères et mes sœurs porteurs de glaives, déposez-les et mettez-vous à l'ordre. Monsieur, regardez bien. Nous espérons que vous ne voyez pas un ennemi parmi nous. Non. Mais les ennemis ne sont pas toujours devant soi. Monsieur, retournez-vous. Monsieur, je vous reçois, constitue et crée apprenti maçon, membre actif de cette loge. Ce furent les premiers pas de celui qui est devenu un apprenti. Il deviendra peut-être ensuite un compagnon, puis un maître, et se soumettra à d'autres épreuves initiatiques. Ces épreuves accompagneront chacun de ces passages de grade en grade. Dans toutes les civilisations du monde, toutes les religions, le rituel existe, il rassure et donne sa cohérence à l'ensemble. Il est l'élément central pour tous de mémoire et d'appartenance. L'initiation m'a beaucoup déçu théâtralement. L'initiation m'a paru relever d'un assez mauvais théâtre d'avant-garde. J'ai trouvé ça assez laid en tant que rituel. Maintenant, évidemment, après, j'ai pensé que c'est vrai que ce qui caractérise le rituel maçonnique et ce qui fait la différence avec le rituel religieux, c'est que c'est un rituel qui donne à réfléchir. Je suis capable d'accepter la beauté de ce que peut apporter le rituel, la répétition, cela parce que ça amène à un état de communion qui est un état second. Un état second. Moi, je sens, en loge, je ne suis plus tout à fait moi-même. Je suis devenu un maçon. Et on peut être tout à fait cartésien, tout à fait rationaliste, et en même temps être capable d'apprécier ça, parce qu'on est maçon. L'élément marquant, c'est malgré tout, et formateur, si je puis dire, c'est la pratique d'un rituel strict, bien exécuté. Une maçonnerie sans rituel, ce serait une réunion... je sais pas, un syndicat, un parti politique, quoi d'autre? Une fois que le bandeau est tombé, que la chaîne d'union a été réalisée, après, quand les travaux sont clos, qu'est-ce qui se passe? Les frères viennent embrasser celui qui vient d'arriver, qu'ils ne connaissent pas. Et réciproquement, bien sûr. C'est une véritable barrière qui s'écroule. Tous les statuts sociaux s'effondrent. On se reconnaît comme un humain, avec ses forces, ses faiblesses, tout simplement. C'est ça, la fraternité. Ça ne veut pas dire qu'on l'aime forcément. Ça ne veut pas dire qu'on va l'aimer comme ça d'entrée de jeu forcément. En tout cas, on va le respecter tout de suite et être prêt à l'écouter et à partager un morceau de vie avec lui. C'est déjà pas mal. Puis viennent le temps des agapes. Un autre rituel, une suite, mais essentielle de la tenue. L'agape cimente la fraternité. Attends. Chargez les canons. Mes sœurs, mes frères, oui. Chargez. Debout. Buvons. Et le petit apprenti, il n'a pas le droit de parler pendant combien de temps? Un an à peu près, le temps d'une thématique initiatique, oui, non, mais le temps c'est de vrai. faire ses humanités. Mais ça, c'est vrai. Un an. 8 mois minimum. Mais ça, c'est une épreuve initiatique terrible pour certains. C'est-à-dire que c'est terrible pour un type prolixe. Surtout pour lui. Ça l'est. Et Serge, pour lui, ça va être terrible. Serge, ça veut pas dire un silence passif. Non, mais... Hein, donc, silence actif, il va apprendre. Non, mais moi, je me souviens, quand je suis entré en loge, c'était pour moi la pire des épreuves. J'avais 18 ans. C'était un truc terrible. Et je me disais, putain, mais ils sont cons, Et j'avais pas le droit de parler. Je voulais parler. Là. Et ce qui m'avait bouleversé, c'est de découvrir que le mec que je prenais pour un con était un type, en fait,
tout à fait passionnant. C'est-à-dire que je me suis dit qu'il fallait que j'écoute, que j'apprenne à écouter. Et que chacun avait ses raisons. Mais ce qui est flagrant en loge par rapport à la société civile, c'est qu'on peut se confronter. On se confronte avec respect. Moi, je suis chef d'entreprise. J'ai en loge des syndicalistes, forts et durs. C'est le seul lieu où j'arrive à me confronter à eux dans un respect. Et c'est quelque chose que je ne pourrais pas vivre au sein d'un comité d'entreprise, dans la société civile. C'est pas faisable. Je cherchais la trace de mon père, et en vérité, j'ai trouvé des frères. Oui, des frères, car en maçonnerie, dans la mienne en tout cas, il n'y avait pas de femmes. La maçonnerie est un monde d'hommes, à plus de 80%, même s'il existe une maçonnerie mixte ou féminine. 2 des plus grandes obédiences françaises sont exclusivement masculines. Et le Grand Orient, l'obédience la plus importante en nombre, n'est mixte que depuis 3 ans, et pour des raisons très singulières. J'ai devant moi l'objet du scandale. Et Olivia, qui est entrée en maçonnerie en 92, et tu t'appelais Olivier. Olivier. Tu es donc devenue une femme. C'est grâce à toi que le Grand Orient est devenu une obédience mixte. Le 11 janvier 2007, tu annonces à tes frères ta volonté de devenir femme. Et je leur dis, à travers un travail que j'avais fait... Une sorte de planche, une conférence. Une planche, une petite conférence, voilà. Moi, demain, je vais devenir une femme. Est-ce que vous allez m'accueillir en tant que sœur? Et donc, ça a été la tolérance mise à l'épreuve des faits. Ça a été un grand silence. Comme si quelque chose venait de tomber. Et les premières réactions, et ça a été spontané. Ça n'a pas été réfléchi. Ils ont dit tout de suite, mais il n'y a aucun problème. On t'a reconnu comme frère. Comme frère, on te reconnaîtra comme sœur. C'est vrai qu'il y en a un qui a dit, c'est marrant, ça va foutre le bordel, mais on est avec toi. Bah, évidemment, ils savaient très bien que s'ils acceptaient une sœur, c'était une femme, disons, qui devenait donc de fait une sœur, forcément, dans une obédience masculine, ça allait poser un problème. Forcément, la relation au pouvoir change. Et ça a aussi crispé un certain nombre de grandes obédiences qui étaient dans un confort exclusif, en tout cas d'exclusion par rapport aux femmes. Parce que l'une des vraies raisons pour lesquelles les francs-maçons ne voulaient pas de femmes en franc-maçonnerie, c'est qu'ils ne voulaient pas avoir pour vénérable, et a fortiori comme grand maître, une femme. Plus profondément, les textes fondateurs de la franc-maçonnerie, codifiés en 1723 par le pasteur Anderson, une sorte de bible de la maçonnerie, stipulaient que l'ordre était interdit aux gens immoraux, aux esclaves et aux femmes. Certains maçons français, un peu plus tard, s'indignent et proposent des loges dites d'adoption, où les nouvelles sœurs sont certes invitées, mais surtout appelées à se taire et à obéir. Il faudra attendre la fin du 19e siècle pour qu'une obédience mixte apparaisse, et la moitié du 20e pour que soit créée la Grande Loge féminine de France. Les compagnonnes de la loge. Le grand paradoxe maçonnique fut longtemps de vouloir tendre vers l'universalisme et l'égalité en dehors de la moitié de l'humanité, les femmes. Ils avaient donc traditionnellement avancé pour les femmes, mais sans les femmes. En effet, c'est avec eux, grâce au frère Jules Ferry, que furent adoptées les lois favorisant l'accès des filles à l'école publique. Une révolution. La Troisième République, ou l'âge d'or de la franc-maçonnerie. Ainsi apparurent dans l'appareil d'État des projets de loi directement mûris dans les loges, notamment la loi sur la liberté d'association en 1901 ou encore celle fameuse de la séparation de l'Église et de l'État en 1905. À cette époque, 30% du personnel politique est maçon. Ce mélange des genres politico-maçonniques renforce les fantasmes et les haines qui existent pourtant depuis bien longtemps déjà.
il y a eu, dès le XVIIIe siècle, un conflit majeur entre la franc-maçonnerie et l'Église catholique. Et deuxièmement, s'agissant de la France, il y a eu un autre conflit majeur entre l'État républicain, et l'Église. Il se trouve que donc ce sont surtout les gens qui étaient plutôt républicains et plutôt hostiles à l'Église qui mécaniquement se sont retrouvés dans les loges. Le résultat... Et d'où la franc-maçonnerie considérée comme de voilà. gauche. Donc là, la franc-maçonnerie à la fin du XIXe siècle, la franc-maçonnerie sous la Troisième République, c'est véritablement une loge maçonnique dans l'État avec deux principes, la défense absolue de la République et la défense absolue de la laïcité, c'est-à-dire la lutte acharnée contre l'Église catholique identifiée comme l'ennemi de la laïcité. Ainsi, c'est sur des braises toujours brûlantes qu'une partie de la France conservatrice accusera la maçonnerie d'établir la République contre la monarchie et de décatholiciser la France. Elle donnera libre cours à toutes les rumeurs malveillantes sur ce qui se passait vraiment dans les loges. Voici enfin dévoilé et épinglé le terrible complot judéo-maçonnique. Un complot cher au maréchal Pétain et à son gouvernement, celui de Vichy. Films de propagande et expositions anti-maçonniques se succèdent pour mieux dénoncer les maçons, les débusquer ou les démasquer. Mon cher frère, pourrais-je vous laisser ma carte au cas où vous auriez besoin de mes services? Je vends de tout, un nettoyeur invraisemblable. Tu permets, mon cher Lévi-Strauss? Je t'en prie. Je cherchais la trace, l'esprit de mon père en entrant en franc-maçonnerie. Je l'ai retrouvé par hasard, 30 ans plus tard. Peut-être pas son esprit, mais son nom, qui est devenu le mien. L'antimaçonnisme n'est pas vraiment mort. Et que dans un moment où une société en proie à de fortes tensions pourrait rechercher des boucs émissaires, la franc-maçonnerie sera toujours un bouc émissaire idéal. Avant la loi sur le mariage pour tous, il n'y avait aucun incident anti-maçonnique, pratiquement pas. On serait à la manœuvre, comme sur des lois sur l'avortement ou d'autres lois pour lesquelles... Où la maçonnerie a été le levier. Absolument, où a mis en œuvre sa capacité à faire réfléchir les gens sur la liberté pour chacun de maîtriser son corps. Là, nous ne sommes pour rien, mais on parle de nous. Beaucoup de francs-maçons s'imaginent encore que la franc-maçonnerie pèse d'un poids réel sur l'évolution politique, sociale ou morale de la société contemporaine. L'évidence, c'est que c'est totalement faux. La franc-maçonnerie n'a pas un pouvoir énorme sur la société aujourd'hui. Certains l'imaginent, ou certains aimeraient, ou certains veulent le faire croire, ou aiment à le faire croire. Ou une nostalgie de ce que cela fut voilà. Au début de la Troisième République, ou sous la... Enfin, etc. La franc-maçonnerie continue parfois à utiliser des méthodes qu'elle a mises au point à la fin du XIXe siècle. Les loges débattaient, faisaient un rapport. Ce rapport était en quelque sorte élevé au niveau régional, où il y avait un rapport régional, puis ensuite élevé au niveau national. Alors aujourd'hui, on continue à utiliser cette technique qui, disons-le, est une technique d'avant l'invention du télégraphe. Et on pense que le document final, qui n'a évidemment pas grand-chose à voir avec les réflexions qui ont eu lieu dans les loges, que ce document final va être transmis parfois à un ministère où il va être accueilli avec une lettre de remerciement et, à mon avis, placé au fond d'un tiroir sans que personne en prenne connaissance. Il faut le dire très clairement. Et pourtant, une partie de la maçonnerie, comme celle du Grand Orient, continue de penser qu'elle a encore un rôle à jouer
en tant qu'obédience. Il faut que le Grand Orient redevienne la référence intellectuelle qu'il a été. L'idéal serait d'être capable de challenger les partis politiques. Aujourd'hui, la société politique est obnubilée par des objectifs de court terme, mais au-delà, non pas dans la verticalité, mais dans le futur, au-delà, quel message délivrer? Quelle espérance? Quelle société voulons-nous? Je crois qu'on a notre mot à dire. Et du boulot. Il y a du boulot. Oui, l'engagement maçonnique existe toujours. Ainsi, à l'instar du Grand Orient, la GLMU. Cette petite obédience de 1800 maçonnes et maçons est militante. Elle s'inscrit dans un combat politique. Selon ses membres, en loge, on réfléchit, on débat, et ensuite on répand ses idées dans la société dite profane. Pour vous, la maçonnerie est une maçonnerie de combat. Pour moi et pour l'obédience, c'est effectivement une maçonnerie de combat. À un moment donné, je pense qu'on a la nécessité de travailler sur soi, de se découvrir, d'aller de l'avant. Mais si ce n'est que cela, pour moi, c'est stérile parce qu'on ne participe pas à l'élaboration d'un nouveau monde à l'extérieur. Liberté, responsabilité. Égalité, solidarité. Fraternité, mixité. Mes sœurs, mes frères, rien n'est jamais acquis. Les opprimés d'hier restent les opprimés d'aujourd'hui. Seule change la couleur des seigneurs. Contre toutes les exploitations, toutes les aliénations, les francs-maçons, les francs-maçonnes doivent unir leurs efforts, porter leurs réflexions et exercer leur courage. Frère premier surveillant, quelle période de temps proposes-tu à notre attention? En ce 21e siècle qui commence, nous voyons dans cette société d'injustice et de pouvoir l'homme et la femme ravalés au rang d'objets. Face à cette situation, frère second surveillant, comment l'homme et la femme entrevoient-ils leur avenir? Nos sociétés sont en crise. La violence de l'espoir des uns répond à la violence de la peur des autres. À moi, mes sœurs et mes frères, par le signe, la triple batterie et l'acclamation, liberté, égalité, fraternité, sororité. Liberté, égalité, fraternité, sororité. Prenez place, mes sœurs et mes frères. Les travaux d'une loge libre sont ouverts à des femmes et des hommes libres. À la GLMU, ce soir, on planche. Le texte rédigé par un frère est lu. Le thème, l'esclavage moderne. Mais que dire de la prostitution, des religions, de la politique, de la violence faite aux femmes, du langage, etc. J'ai dit, vénérable maîtresse. Je te remercie, mon frère. Si les frères ou des sœurs demandent la parole... Ensuite, on débat, mais dans les règles maçonniques. On s'écoute, on demande toujours la parole avant de la prendre, on ne s'interrompt jamais et on s'exprime à travers des phrases issues du rituel. Vénérable maîtresse, vous tous, mes frères et mes sœurs, tout est là, tout est dit. Mon frère, s'il n'y avait plus rien à dire, la discussion en loge n'aurait pas de sens. Vénérable maîtresse, une sœur de ma colonne demande la parole. Tu lui donnes la parole, mon frère. J'entends bien le trou qui est le tien, mon frère orateur. Pour ces maçonnes et maçons, la loge est bien sûr un lieu consacré au rite maçonnique, mais pas seulement. J'ai une sensation. On pourrait presque être dans une réunion de section politique. Certes, en tablier maçonnique et sans désordre, mais ça y ressemble un peu. Et tu penses que être ici, c'est très différent d'être dans un parti? J'entends beaucoup de choses sur la façon dont fonctionnent les partis et sur la langue de bois, y compris au niveau des sections, qui me laissent penser qu'effectivement, là, il n'y a pas de ligne politique à défendre. On a des valeurs. Mais nous sommes aussi une société initiatique. Oui. Et ça, faut pas l'oublier. C'est ce qui nous différencie d'ailleurs d'un parti ou d'un syndicat. Ouais. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où on est société initiatique, on sait aussi que l'être humain qui rentre va devoir travailler sur lui-même, va devoir à obtenir des grades ou des degrés et va pouvoir fonctionner dans une remise en cause de soi-même pour pouvoir évoluer. Or, un parti politique, on ne peut pas le faire. C'est l'inverse. Mais je trouve que la maçonnerie, tu as dit le mot, s'endort.
Parce qu'il y a eu un moment où il y avait quand même... Enfin, on va pas ressortir les grands exemples. Enfin, il y avait Goethe et Mozart, quoi. Il faut arrêter de présenter la franc-maçonnerie comme réduite à un certain nombre de héros, pas dans un sens péjoratif, et de héros de la franc-maçonnerie. Il y a aussi effectivement un tas de gens ordinaires qui ont simplement pour projet de tailler leur pierre, c'est-à-dire de réfléchir à ce qu'ils sont, d'essayer de se modifier dans une direction qu'ils jugent meilleure pour eux-mêmes et pour les autres, la dimension société initiatique. Si déjà ça permet à des gens qui peut-être ne sont pas si nombreux que ça à vraiment s'intéresser à ce qui se passe dans le social, à ce qui se passe dans le politique, en dehors de leur petite sphère réduite, de leur sphère du travail, de leur sphère familiale, etc., etc., ben c'est déjà pas si mal aussi, après tout. Moi, je ne suis pas du tout négatif par rapport à ça. Il y a encore des gens qui viennent dans la franc-maçonnerie pour faire avancer des idées dans la société, parce que une image de la franc-maçonnerie leur est parvenue, qui est un héritage de l'histoire, et qui dit que la franc-maçonnerie sert à faire avancer des projets, d'ailleurs de très belles valeurs, la devise républicaine, la solidarité, la dignité de l'homme. Mais, et ceci est vrai pour toutes les obédiences, on observe quand même de plus en plus qu'aujourd'hui, les hommes et les femmes qui rentrent dans la franc-maçonnerie, quelle que soit l'obédience à laquelle ils s'adressent, c'est souvent ce qu'on pourrait appeler une quête de sens. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui, sur le plan philosophique et religieux, n'ont plus vraiment d'identité, qui sont laminés par une vie professionnelle souvent très rude et très cruelle, et ils voient dans la franc-maçonnerie un endroit, pas une espèce de jardin secret. Non, mais de paix. Voilà, de sas, d'oxygène, où avec d'autres hommes et d'autres femmes qui ont ce même besoin, cette même volonté de trouver du sens à leur vie, vont ensemble essayer de cheminer. Les maçons d'aujourd'hui sont, semble-t-il, d'abord attirés par la spiritualité, laïque ou pas, mais aussi par la fraternité. Une fraternité certes ritualisée, mais qui peut être parfois dévoyée. La façon dont la maçonnerie fait des frères aussi, hein, la façon dont elle amène à une grande proximité, dont elle rapproche des gens assez différents, dont elle permet le tutoiement, dont elle permet qu'on s'embrasse, elle peut aussi être utilisée de façon très très nocive hein, pour arriver à faire du business. Structurellement, la franc-maçonnerie est un réseau, puisqu'elle met en contact des gens entre lesquels s'est établi... Ils ne se connaîtraient pas. Voilà, ils ne se connaissaient pas, et désormais il y a entre eux un lien qu'on qualifie de fraternité. Hypothèse, c'est comme si moi je rencontrais le patron de la chaîne, quoi. Bien sûr. Plus subtilement. Oui. Parce que je suis très intelligent. Je ne lui parle pas en loge, évidemment. Je ne parle pas de ça. Mais il le sait, il me voit. Donc après, si je demande un rendez-vous en dehors pour le voir, pour lui proposer un projet de... je sais pas quoi, d'émission, ça sera plus facile. Le rendez-vous sera plus facile à obtenir. Ça ne veut pas dire que vous allez passer devant les autres candidats. Non, mais je suis d'accord. Mais il faut s'en servir aussi. Moi, je ne suis pas contre le fait que les frères utilisent leur carnet d'adresse avec beaucoup de pondération. Je ne trouve pas du tout aberrant que dans un univers où il est difficile parfois d'avoir accès à quelqu'un et que plutôt que de faire d'attendre pendant 3 semaines pour avoir un rendez-vous chez un producteur, chez le patron de la chaîne, ou d'avoir un rendez-vous chez un médecin alors qu'on souffre, etc., je ne trouve pas absurde. Il y a des tas de gens qui vont appeler. Il y a des gens qui vont appeler en disant « Je connais la fille de votre concierge qui fait le ménage, est-ce que je peux avoir un rendez-vous, professeur ?» Ça ne me dérange pas. Vous êtes copain de mon cousin. Voilà, vous êtes copain de mon cousin, etc. Donc tout le monde utilise ces trucs. Donc moi, ça ne me dérange pas que de demander à mon frère, d'un seul coup, lui dire, écoute, tu connais pas un rhumato qui peut me recevoir rapidement, parce que là, vraiment, j'ai un mal de chien. Et un frangin de préférence, comme ça, il va fixer le rendez-vous rapidement. Et je vais peut-être passer devant des gens. Mais je n'ai pas l'impression que je passe devant des gens, que je gratte. J'ai pas l'impression que je m'en sers pour obtenir des dossiers, pour gagner des affaires au tribunal, ni rapporter des affaires à mon cabinet. Ça ne marcherait pas et ça n'est pas ma volonté. Dont acte. Mais le pouvoir des réseaux maçonniques mène parfois beaucoup plus loin que la salle d'attente d'un rhumatologue. Si les scandales judiciaires des années 2000, comme celui des frères dits de la Côte, sont un peu moins présents aujourd'hui, les conflits d'intérêts et les dérives affairistes font encore parler d'elles, notamment à travers ce qu'on appelle les fraternels, groupements de maçons par branche professionnelle.
il existe ce qu'on appelle des fraternelles, qui réunissent des gens de différentes obédiences, qui se réunissent professionnellement autour d'un thème. Il y en a une du palais de justice, il y en a même une... Vous en faites partie? J'y vais de temps en temps. Oui. Il y en a de toutes sortes de couleurs. Il y en a une de laquelle que je fréquente qui parle des gens de la communication. Ça dépend vraiment, encore une fois, de la façon dont elles sont menées. Parfois, c'est vraiment agréable, très sincèrement, de partager les mêmes problèmes avec des frères. Et en même temps, ce sont des clubs ou des réunions très faciles à vicier. Les fraternelles, pour moi, c'est quelque chose de très dangereux. Nous ne conseillons jamais à nos jeunes nous ne les orientons pas vers les fraternelles. Parce que là, c'est vraiment la carte de visite. Et bien sûr, c'est entre guillemets, c'est l'alimentaire. C'est ce qu'on appelle entre nous la maçonnerie alimentaire. Et ça, je crois que c'est... Bien sûr, mais bien sûr. Ouais. C'est quelque chose qui... flatte trop le professionnalisme et le côté le plus alimentaire de ce que pourrait être une maçonnerie. Faisons des affaires ensemble. Oui, voilà. Pour ces maçons-là, la maçonnerie peut s'utiliser comme un lieu d'influence à l'abri des regards. L'ancien procureur, Éric de Montgolfier, a eu fort à faire avec certaines loges dans les années 2000. Donc c'est un bon lieu pour fricoter ensemble, quoi, c'est ça? Je pense que personne ne peut sérieusement douter qu'il y a une fraction de maçons qui pénètrent en dehors de toute vocation initiatique. Voilà, puis j'ai vu des maçons que j'aime bien par ailleurs et qui adhèrent à ce que je leur dis, qu'on ne peut pas se servir de ses convictions et de son appartenance pour régler ses affaires. Je les ai vus parfois très tranquillement et presque sans y penser, utiliser justement cette fraternité pour les régler. Et quand on leur dit, mais tu m'as pas dit l'autre jour que tu ne ferais jamais ça? Ah oui, ouais, mais bon. Mais le mouvement paraît tellement spontané, tellement irréfléchi qu'il ne peut qu'être inquiétant. Le secret est un grave problème pour les maçons. Non, c'est l'usage qu'on peut faire du secret. Dès lors qu'on peut faire du secret un usage qui n'est pas maçonnique, il me semble qu'il vaut mieux pour les vrais maçons renoncer au secret. Ça me pose un problème, moi. C'est quand je vais discuter de commissaire à procureur d'une situation qui peut concerner un de ses frères sans que je connaisse les liens qui le rattachent à celui-ci, ça fausse tout. Et il y a des secrets qui, pour la justice, peuvent être ravageurs. Tout ce qui laisse penser que la justice peut se construire dans la pénombre constitue un danger réel pour l'institution et pour l'exercice qui est le sien. Les autres lobbies sont très importants, homosexuels, catholiques, grandes écoles, mais ils sont moins structurés et il y a moins ce goût du secret, qui encore une fois est un goût du secret un peu surfait. Hein. D'ailleurs, quand on leur parle de secret, les francs-maçons disent oh non, il n'y a pas de secret, il y a juste une discrétion. Mais malgré tout, il y a une complicité plus forte dans ce réseau-là que dans les autres. Et c'est ça qui rend ce réseau, le réseau franc-maçon, un petit peu à part des autres. Quand je vais à la messe, je vais à la messe. Voilà, mais les portes sont ouvertes, chacun peut venir. Et ça m'oblige. Puisqu'on sait que je suis catholique, que je ne m'en cache pas, ça m'oblige à être vraiment encore plus magistrat. Et ceux qui essaieraient de... Pourquoi vous dites ça? Mais parce que la tentation, elle est très forte chez tous ceux que vous allez poursuivre ou juger, de vous rappeler ce que vous avez en commun, monsieur le procureur. Nous sommes du même milieu. Ouais, eh ben... Ah, justement, non. Eh ben moi, je peux vous dire, je vous ai rencontré à la messe, on fréquente la même église, tout ça. Eh ben, ça peut créer les mêmes liens que dans une loge maçonnique. Oui, mais... Dans la mesure où cette conviction chez moi est publique, et ben alors le risque est moins grand. Mais pourquoi donc? Parce que sous les sunlights, il est beaucoup plus difficile de se dissimuler. Peut-être, mais pour moi, le secret faisait partie du charme discret de la maçonnerie. Mon appartenance à l'ordre ne concernait que mes frères et moi. Mais il est vrai que j'avais vu à travers trop de mondes traversés des gens qui me serraient la main de manière étrange en évoquant une triviale philosophie commune. Ils pensaient alors obtenir ça et là des privilèges, des passe-droits, je ne sais pas.
J'avais 35 ans et il me semblait bien loin le temps de mon initiation et de mes 18 ans. Alors, au revoir. Au revoir, rite magnifique et émotions partagées. Au revoir. Je suis parti pour garder un peu intact le souvenir de cet ordre tant aimé. 30 ans après, je suis revenu dans les temples. Parfois, j'ai eu envie de retourner en loge pour retrouver les parfums d'avant, les mémoires et les chants de jadis. Peut-être.